Bonjour à tous. À présent, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'analyse de la parure, nouvelle écrite par Guy de Maupassant, à savoir la vie des Loisel après la perte de la parure. Après la perte de la parure, le jeune couple la cherche pendant une semaine, mais ne parvient pas à la trouver. Cette perte du collier va engendrer de lourdes conséquences sur l'avenir du couple. Ici, on a le pessimisme maupassien. Il s'en prend à tout ce qui peut inspirer quelque confiance dans la vie. Il s'en prend au destin des Loisel, surtout de Mathilde, pour qui ce bal avait l'air d'une aventure prometteuse. Pour réparer cette erreur, le couple va décider d'unir ses forces pour acheter un collier identique. Maupassant présente le choix du jeune couple, c'est-à-dire la décision de travailler pour rembourser cette parure et accepter de mener une vie misérable à la recherche du moindre sou pour pouvoir rembourser les frais qu'ils ont prêtés au lieu d'avouer la perte du collier, en tant qu'honnête. On le voit par le discours indirect libre. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout à coup, héroïquement, qui est le jugement de Mathilde honnête sur elle-même, et que retranscrit le narrateur. Le but de présenter les Loisel comme des gens honnêtes sert à accentuer le registre pathétique, qui sera ensuite utilisé pour décrire la vie misérable de jeunes couples pendant les prochaines 10 années. Voyons maintenant de plus près ce registre pathétique. Le couple s'endette et vit dans des conditions sociales déplorables. Pour décrire la vie misérable des Loisel, le narrateur emploie des mots durs comme vie horrible des nécessiteux. Le jeune couple baisse son niveau de vie à l'extrême. On revoya la bonne, on changea de logement, on loua sur les toits une mansarde. Il y a donc 10 ans de couple qui est balayé d'un coup, juste à cause d'une rivière. Mathilde va jusqu'à ne plus prendre soin de sa personne. Son physique se dégrade progressivement. Elle connut les gros travaux de ménage, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles, vêtue comme une femme du peuple, ainsi que son caractère, marchandant, injurié, défendant sous à sous son misérable argent, pour finalement laisser place à une femme forte, dure et rude. Maupassant joue ici avec le rythme de la narration. Le ton est resserré à l'extrême grâce à l'ellipse, et cette vie dura 10 ans. Il explique très brièvement, dans un seul paragraphe, les travaux que Mathilde devait effectuer et en une phrase, les travaux que son mari devait effectuer, et balaye autoritairement, avec l'ellipse, les 10 années de souffrance du couple. Le réalisme de la scène permet d'accentuer le registre pathétique. Maupassant renvoie une image du monde au naturel, refusant les enjolivures, la déséance ou tout simplement l'attraction de la beauté, jouant adroitement sur le point de vue. Il fait des descriptions minutieuses, mais privilégie le détail fort car son récit est bref. Il esquisse, en quelques traits bien dessinés, le drame ou l'émotion d'un personnage. Par exemple, la détresse de Monsieur Loisel après la perte de bijoux. Loisel vieillit de 5 ans. Plus tard, il évoque brièvement, mais avec une précision impitoyable, une existence vouée au travail, à l'effort et aux privations. Il décrit brièvement, mais avec les détails les plus sordides, la déchéance de la misère de Mathilde, cette jolie et charmante fille, devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. De plus, la ruine sociale de Madame Loisel est peinte froidement. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Les personnages mis en scène sont des personnages bien réels, comme paysans, commerçants, bonnes, ministère de l'instruction publique, etc. Maupassant observe et décrit de façon minutieuse des gestes et des propos des personnages. Par exemple, Madame Loisel parlait haut, lavait à grande eau les planchers. De plus, la sphère géographique est Paris, un lieu bien réel qui est mis en scène. Le Paris de Maupassant renvoie le lecteur à la capitale
telle qu'elle s'offrait aux yeux du monde à la fin du XIXe siècle. On retrouve les tristes rues de Faubourg Saint-Germain et les quartiers modestes, comme la rue des Martys où résident les Loisel, qui semblent réservés aux petits fonctionnaires, auxquels s'opposent les prestigieux Champs-Élysées, lieux de flânerie, de parade et de rencontres, ainsi que les beaux quartiers où sont établis les plus grands joailliers, la rue de la Paix et le Palais Royal. Paris est également parfois perçu comme un décor poétique, car il est parfois perçu par la sensibilité de Maupassant. La capitale devient alors lieu d'émotions subtiles, liées à la lumière, à l'atmosphère, à l'humeur des personnages. Parfois, Paris se relève aussi comme un espace dramatique, ou un lieu des actions qui détermineront le destin des personnages. Le but du registre pathétique, renforcé par le réalisme de la scène, est de provoquer la pitié du lecteur envers Mathilde et M. Loisel, mais également de dénoncer la vie des classes sociales moyennes au XIXe siècle, ainsi que leur fragilité financière, mais aussi de les opposer aux classes sociales supérieures. En effet, ce texte de Maupassant recèle de nombreuses oppositions, puisque l'auteur met en parallèle deux mondes sociaux et culturels, celui des employés et celui des bourgeois parisiens. Voyons de plus près quelques-unes de ces oppositions. Premièrement, l'auteur oppose le monde des employés à celui des bourgeois. Mathilde est née dans une famille d'employés et épouse, selon le déterminisme social mis en avant par Maupassant, un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Mathilde n'est pas satisfaite de sa condition sociale et se sent déclassée, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Ses aspirations sont exacerbées par la fréquentation d'un ami riche qui est une de ses connaissances de couvent. Le déterminisme social réapparaît là, puisque si ce n'était pas une amie de jeunesse, Madame Forestier ne serait certainement pas liée à Mathilde, qui est d'un rang social inférieur à elle. En plus de Madame Forestier, d'autres personnages représentent le monde de richesse auquel aspire Mathilde. Il s'agit du ministère de l'Instruction publique et de sa femme. Deuxièmement, un monde de simplicité, de pauvreté, s'oppose à un monde de luxe et de richesse. À la simplicité du logement de Mathilde s'opposent les grands salons vêtus de soie ancienne. Bien que ce soit le narrateur qui décrive cela, l'on s'aperçoit qu'il reprend à son compte des propos qui pourraient être ceux de Mathilde. Le texte de Maupassant relativise les choses et montre que le point de vue adopté est important. En effet, le logement de Mathilde paraît pauvre et simple en comparaison avec les lieux luxueux. Cependant, ce logement paraît ensuite tout à fait convenable en comparaison avec la mansarde louée sous les toits. Remarquons que si Mathilde est nettement insatisfaite de sa première condition, elle prend ensuite son parti tout d'un coup héroïquement de sa nouvelle condition, bien plus misérable. Troisièmement, à la beauté, attrait naturel, s'oppose le statut social. Le récit débute par la mise en avant des attraits naturels de Mathilde, à savoir sa beauté. C'était une de ces jolies et charmantes filles. Ces attraits naturels sont mis en opposition avec le manque de disposition sociale, et donc culturelle. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance. Un autre exemple de cette opposition entre attrait naturel et attrait social et culturel se voit lorsque le mari de Mathilde lui propose, pour se rendre à la soirée, de porter des fleurs naturelles, puisqu'elle ne possède aucun bijou. Tu mettras des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. Mathilde refuse de porter des fleurs qui mettraient sa beauté en valeur, mais qui ne représentent aucune valeur sociale et culturelle. Elle aurait alors l'air pauvre au milieu des femmes riches. Le paradoxe de cette opposition apparaît encore. Mathilde est couverte de sollicitations au cours de la soirée du ministère. Mais
alors qu'elle attribue son succès à ses attraits culturels, toilette et parure, le narrateur met en avant ses attraits naturels. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Une quatrième opposition est celle entre le monde topique, imagination rêverie, et le monde paratopique, réalité. La parure de Guy de Maupassant relève du conte. Le récit débute par le présentatif à l'imparfait, c'était, comme si c'était une réécriture de Cendrillon ou de La Belle au bois dormant, qui introduit tout de suite le protagoniste, une de ces jolies et charmantes filles. Ce récit est également assez court et est créé de faits imaginaires, car c'est une histoire inventée par Maupassant. De plus, la nouvelle mêle la rêverie et la réalité. En effet, Mathilde, en imaginant un monde de richesse, sort de la réalité et entre dans le monde de la rêverie. Elle pense que les gens riches vivent dans des châteaux enchantés et passent leur journée à causer dans des petits salons coquets. Toute sa réflexion et son amertume reposent sur des stéréotypes établis, mais pas toujours justes. Le lecteur comprend alors que l'héroïne aspire au bonheur. Les rêves de la petite Bretonne se mêlent et opposent à la réalité par sa vue. Elle rêve de larges fauteuils, mais elle contemple l'usure des sièges. Elle rêve de dîners fins, de plats exquis, mais elle n'a qu'un pot au feu. Elle songe aux riches tapisseries, alors qu'elle a sous les yeux la laideur des étoffes. Même si le conte fait la belle part aux rêveries de Mathilde, nous avons affaire à un conte réaliste. L'héroïne du conte fuit la réalité en rêvant. Elle désespère de sa condition d'épouse de petit commis du ministère de l'Instruction publique. C'est une vie qui lui fait horreur. L'intérêt de Maupassant de donner au texte l'aperçu d'un conte consiste à faire entrer le lecteur de façon légère dans le sujet, pour ensuite le guider, par le réalisme qui devient de plus en plus présent, vers les vraies intentions de Maupassant, dénoncer la société parisienne du XIXe siècle et faire passer une forte morale. Une cinquième opposition qu'on peut constater est l'opposition entre Mathilde, qui a un statut de dominant par rapport à son mari, qui a un statut de dominé tout au long de l'histoire. Par exemple, dans la conversation entre Mathilde et son mari, on peut facilement remarquer le statut de dominant qu'a Mathilde par rapport à lui. Elle déclare avec impatience, répond d'une voix calme, alors que M. Loisel se tut, stupéfait, éperdu. Il était désolé. Il balbutiait. En effet, ceci est dû au fait que M. Loisel essaye de rendre sa femme heureuse, mais ne comprend rien aux aspirations de sa femme. Il est content de sa situation, alors que sa femme aspire au luxe. De plus, le lecteur ne connaît pas le prénom de M. Loisel, ce qui confirme sa position de dominé. Voici encore quelques oppositions importantes à mentionner. Il y a une contradiction entre l'apparence physique de Mathilde après 10 ans de travail dur, qui a complètement changé, car elle semblait vieille maintenant, et ses rêves qui n'ont pas du tout changé. Elle songeait à cette soirée d'autres fois. Vers la fin du récit, il y a de l'ironie et de la contradiction. Madame Loisel, devenue femme pauvre, se promène sur les Champs-Élysées, qui est une avenue pour les riches. Alors que Mathilde enviait les attraits sociaux et culturels de Madame Forestier, la parure de diamant, il est paradoxal de voir que cette riche dame est, à la fin du texte, représentée avec des attraits naturels. Elle aperçut une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Forestier est représentée ici à travers les yeux de Madame Loisel, qui comprend finalement que les gens riches sont des gens normaux et ce qu'elle pensait d'eux n'était que des hallucinations. Voyons maintenant de plus près le dénouement de cette nouvelle. La chute est très dense et dramatique. La dernière réplique de la parure. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. Est un coup de théâtre qui inscrit puissamment la nouvelle
dans le genre de la tragédie. Pour le dénouement final, l'auteur est impitoyable et la situation finale est inattendue. Maupassant est l'un des auteurs les plus doués pour étonner. Dans la partie finale, quelques lignes avant le dénouement, le lecteur est toujours dans l'univers de Mathilde et s'attriste pour elle. Avec courage, le couple est parvenu à rembourser sa dette de façon honnête. Ensuite, il y a la préparation de la place au tragique qui viendra. Des remarques générales et questions rhétoriques sur l'existence que Madame Loisel se fait à elle-même. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Avant d'étonner le lecteur, Maupassant joue sur les oppositions. Le lecteur comprend que Mathilde est pauvre, elle est mal peignée, et que Madame Forestier est riche, femme séduisante. Donc, la distance séparant les deux mondes s'en trouve renforcée. Le narrateur joue également sur le rythme de la narration, afin d'accentuer l'importance du dénouement et de sa morale. Il s'approche progressivement du moment important. Tout d'abord, il fait une ellipse de 10 ans. Ensuite, il se concentre sur une certaine période au bout de 10 ans. Puis, il se concentre sur un jour et un moment précis. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées. Après, il utilise le verbe s'approcher. Elle s'approcha. Et finalement, le temps s'arrête avec Madame Forestier, qui s'était arrêtée, pour indiquer que le moment le plus important est arrivé. Le dialogue des deux jeunes femmes mène sur la chute finale. La parure était fausse. Cela rend, bien sûr, vains les sacrifices de 10 ans de couple, Loisel, et confisque à Mathilde même la joie du sacrifice. Mais cela montre aussi que les croyances de Mathilde n'étaient qu'illusoires. Madame Forestier, bien qu'étant riche, porte un collier valant tout au plus 500 francs. Mais cela importe peu, puisque les gens croient, lorsqu'elle le porte, qu'il s'agit d'une vraie parure de diamant. Lorsque Mathilde porte, elle, la parure, l'on peut imaginer, de par la chute du texte, que les invités de la soirée imaginent que sa parure est fausse. Il n'y a que Mathilde qui pense que la parure est vraie. Cette révélation soudaine bouleverse l'ordre de la compréhension des événements, puisque le lecteur ne s'y attend pas. Cette chute inattendue, bien choisie par Maupassant, a plusieurs buts. D'une part, cela donne un aspect circulaire à l'histoire, qui revient à son point de départ, mais cela crée aussi le suspense. Madame Forestier, une amie de longue date de Mathilde, va-t-elle rembourser à Madame Loisel le prix de la parure? Madame et Monsieur Loisel pourraient-ils vivre plus aisément en obtenant cet argent? D'autre part, cette chute a une forte visée didactique. Maupassant a pour but de marquer le lecteur afin qu'il comprenne et retienne la morale de cette histoire. Il est préférable de se contenter de ce que l'on a et d'accepter humblement sa condition et d'en être fier, plutôt que d'aspirer aux possessions des autres et d'en être jaloux. En effet, cette chute pourrait complètement changer le registre de la nouvelle. Sachant que la parure était fausse et qu'elle n'était vraie qu'aux yeux de Mathilde, le lecteur pourrait interpréter la nouvelle en tant que moquerie de Maupassant pour le point de vue de son propre héroïne, qui vit plus dans les rêves que dans la réalité. Le registre omniprésent dans la nouvelle serait alors le registre satirique, et non pas le registre pathétique. On pourrait parler du faux registre pathétique mis en place, qui servirait de provoquer d'abord la pitié chez le lecteur, pour ensuite, avec la chute finale, dévoiler sa vraie face, qu'il s'agit du registre satirique caché, qui aurait alors pour but de tourner la pitié en moquerie. Dans ce sens, la décision honnête du couple de travailler dur pendant 10 ans serait transformée en bêtise humaine. Vouloir rembourser un parure perdu avec le travail dur se transformerait en décision de briser son existence plutôt que d'avouer son erreur et sa situation sociale, même à un ami de longue date. La morale serait alors transmise au lecteur par la moquerie sur la décision du couple, surtout de Mathilde, qui n'accepte pas sa condition et en paye le prix. Pour conclure,
À travers un récit bref et réaliste, pour conclure, à travers un récit bref et réaliste, Maupassant fait vivre ses personnages à partir de quelques détails forts, car le ton du récit est resserré. Le désespoir des personnages est évoqué de façon neutre, froide, toujours en gros plan. Maupassant est un observateur et homme hors norme, qui entend et voit beaucoup. Il ne baisse pas les yeux devant ce qui le dérange. Il est lié aux écrivains réalistes et naturalistes, car il appartient à une génération des écrivains soucieux de montrer la vérité du corps et de l'âme, de mettre à nu les mécanismes sociaux, de refuser tous les partis pris romantiques. Ainsi, dans cette nouvelle, Maupassant souhaite faire véhiculer une critique de la société parisienne du XIXe siècle. Il critique la société en opposant les classes sociales, leur mode de vie, leur point de vue, leurs mœurs, leurs rêves, en faisant descendre ses personnages principaux l'échelle sociale, dans le but de mettre l'accent sur la dénonciation du mode de vie des plus défavorisés, dont était formée majoritairement la société française du XIXe siècle. Tout en faisant descendre l'échelle sociale ces personnages, Maupassant conserve leurs relations avec les membres des classes sociales supérieures, afin de pouvoir accentuer les différences entre les deux mondes. De plus, il met en place une femme de classe moyenne, rêveuse et insatisfaite, qui donne de l'importance au bien matériel et non pas à la beauté, santé, et qui ne comprendra qu'après avoir perdu, avec les événements, d'une part ses attraits naturels de beauté qu'elle possédait, d'autre part ses commodités matérielles et sociales, ce qui est vraiment important. Être satisfait de ce que l'on a et accepter humblement notre condition et en être fier. Ne pas aspirer au bien des autres, ne pas aspirer au bien des autres et ne pas en être jaloux. On peut finalement dire que la parure est une belle leçon de vie. En lisant la parure de Maupassant, on ne peut ne pas songer à Madame Bovary, l'œuvre de Flaubert. Guy de Maupassant a nettement été influencé par le réalisme de Flaubert, qui fut l'un de ses menteurs tout en étant l'un de ses proches. Dès les premières lignes de la parure, le lecteur associe les traits d'insatisfaction de Mathilde Loisel à ceux d'Emma Bovary. Les rêves fous de Mathilde, ceux d'une petite bourgeoise déçue dans lesquels les sensualités du luxe se confondent avec les joies du cœur, sont bien ceux d'Emma, 34 ans plus tôt. Bien que le cadre change, puisque le château du marquis d'Andervilliers s'est transformé en salon du ministère de l'Instruction publique, le bal, pour Mathilde, tout comme pour Emma, est comme la revanche momentanée du rêve sur l'humble quotidien. Au-delà de ces ressemblances actorielles, constatons que les chutes des deux textes sont foncièrement différentes. Alors qu'Emma se laisse tuer par les dettes financières, Mathilde, elle, décide, faisant preuve de volonté, de rembourser ses emprunts jusqu'au dernier sou. Cela n'empêche d'être associé au bavarisme. Ainsi, il est nécessaire de dire que si quelques ressemblances apparaissent au début des deux textes, celui de Maupassant se distingue de manière très originale de celui de Flaubert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.